Nous sommes le 4 juin 2024, chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous avons jugé nécessaire de parler de la tournée de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, c'est-à-dire de la coopération des Russie actuellement en Afrique. Il faudrait préciser qu'il ne s'agit pas d'une première tournée, mais ce qui nous intéresse, ce sont les implications possibles, les conséquences de cette tournée, et sur le plan surtout géopolitique. Et à quoi s'attendre concrètement? Pourquoi cette tournée à nouveau? Il faudrait voir les pays qu'il doit sillonner à travers cette tournée. Premièrement, il faudrait noter que le ministre Sergueï Lavrov, actuellement, après c'est l'un des plus anciens à son poste, il faudrait le dire, très expérimenté, est arrivé du côté de la Guinée-Conakry et il a passé quelques heures, ensuite il est reparti. Les choix de la Guinée, beaucoup peut-être ceux qui voient de loin vont se mettre à chercher une identité au général Mamadi Doumbia, chef de l'État de Guinée. Dans les affaires interétatiques, ce n'est pas souvent ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas de dire, bon, Mamadi Doumbia, c'est quelqu'un qui était au niveau de la Légion étrangère, ou bien il est comme ça, il est ceci. Oui, il peut être tout ceci, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il peut devenir après? Qu'est-ce qu'il peut être après? Et là aussi, les nations voient loin, les nations visent loin. Et qu'est-ce que la Russie peut faire, peut aider, dans quel cadre, pour qu'il soit peut-être ce présent dont lui-même il veut. Souvent, on veut être, on veut devenir comme tel, mais on a souvent besoin de nous appuyer sur une canne. On a souvent besoin que quelqu'un nous tende aussi la main. Nous avons souvent besoin de dire, tenez ma main. Je ne dis pas que le président Mamadi Doumbia viendra dans l'AES, qu'il sera totalement panafricain comme le président Ibrahim Traoré ou bien Assimi Goïta et autres. Mais nous sommes en train de voir, à défaut de devenir panafricain comme eux peut-être, ou même les dépasser, si ce n'est pas le choix, notre souhait, c'est qu'ils soient même plus panafricains que tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, entre les États, souvent, il faudrait voir si tu ne me rejoins pas, ne sois pas un obstacle pour moi. Or, Mamadi Doumbia, quand vous regardez sa gouvernance, à présent, c'est l'un des premiers chefs d'État à laisser son port au service des pays de l'Est. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est un chef d'État qui avait décidé qu'en cas d'agression contre le Niger, son pays aussi allait se retirer de la CEDEAO. Même si, n'oubliez pas qu'avec la Guinée, on devait former un État fédéral avant la chute de Bazoum. Donc, n'oublions pas que Mamadi Doumbia peut encore fournir des efforts. Mais qu'est-ce qui le retient un peu? Est-ce qu'il a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce? Chacun peut-être à travers sa ligne politique ou idéologique a son raisonnement ou son jugement sur ce que peut devenir Mamadi Doumbia. Moi, je ne promets rien, je ne suis qu'un analyste. Nous travaillons sur la base des faits, des éléments qui sont là. Les faits, des éléments qui sont vrais, qui sont palpables, qui sont sûrs. Ce que oui, Mamadi Doumbia avait déclaré qu'il ne va pas fermer sa frontière au Mali. D'aucuns diront oui, parce que lui-même aussi, il est venu par un coup d'État, il était dans les mêmes cas de figure. Mais attention, il n'a jamais été sanctionné au même titre. N'oubliez pas qu'il n'était pas obligé de participer aux travaux, bien sûr, d'un État fédéral. Et qu'il n'était pas obligé de faire une déclaration de se retirer de la CEDEAO en cas d'agression contre le Niger. Quand Sergueï Lavrov arrive du côté de la Guinée, qu'est-ce qu'il propose concrètement? Normal que le gouvernement de la Guinée garde une ligne de prudence et dit tout simplement que ce fut une visite d'amitié parce qu'il y a des liens historiques entre les deux pays, remontant bien sûr à l'époque du président Sékou Touré, paix à son âme. Mais d'autres choses ont été discutées. Oui, des questions militaires et des questions économiques. Des questions militaires et des questions économiques. Oui, chaque État vit ses intérêts. Et la Guinée, bien sûr, a discuté des questions économiques, et notamment précisément l'exploitation des mines. N'oublions pas que ça fait plusieurs décennies déjà qu'on exploite, qu'on est en train de fendre la terre en Guinée
pour extirper des minéraux. Mais jusque-là, regardez l'état dans lequel se trouve la Guinée. Donc, jusque-là, des partenaires qui exploitent et ont si bien exploité. Qu'est-ce que la Guinée pourrait gagner dans un marché gagnant-gagnant avec la fédération, bien sûr, de Russie dirigée, ouais, en tout cas représentée par le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Qu'est-ce que la Guinée peut gagner? C'est ça aussi. Et si la Guinée gagne, la Guinée obligatoirement va s'émanciper. Or, dans la politique stratégique de la France, aucune de ces anciennes colonies ne doit se développer. Oui, ne doit se développer parce que pour la junte macronienne, tout développement de l'Afrique équivaut au déclin de leur impérialisme. Donc, plus l'Afrique monte, plus ils descendent. Mais tant qu'ils sont hauts, l'Afrique est bas, les Africains vont toujours continuer de se suicider dans l'océan Atlantique ou bien dans la Méditerranée. Les Africains vont toujours continuer à faire des, je ne sais pas comment on va dire, voilà, à être des rebelles et même contre des Africains. Souvent on les appelle comme des séparatistes, souvent on les appelle comme des terroristes, on les appelle, tout ça sont des Africains contre des Africains. Donc il suffit d'une émancipation de l'Afrique. Or pour s'émanciper, il faut savoir profiter, il faut pouvoir profiter de ces richesses. Et c'est là, c'est le deuxième cadre maintenant de coopération. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est quoi? Lors de cette tournée, les questions militaires ont été discutées. Il est important de préciser qu'aujourd'hui, la Fédération de Russie est le premier pays qui exploite le plus d'armes cette dernière année, 2023-2024, pour l'Afrique. Et là, il ne s'agit pas d'exporter pour des bandits armés, en faveur des bandits armés, il s'agit d'exporter des armes pour des États africains, pour que ces États puissent se protéger, puissent se sécuriser et sécuriser leur développement. Parce que sans une armée, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de développement pour les pays africains. Il y a des vautours qui tournent tout autour, il y a des hyènes. Partout, on est assailli. Donc, il faut être d'abord à mesure de protéger son corps et ensuite maintenant commencer à grandir. Mais tant que le corps n'est pas protégé, tant que les pays africains ne sont pas protégés, nous ne pourrons pas relever les défis que les autres nous imposent. Ceux qui disent qu'ils sont nos amis. Or, en réalité, ce sont eux qui nous font la guerre, qui sont derrière toute cette histoire de rébellion, qui sont derrière cette histoire de sanctions contre les pays africains, qui sont derrière cette histoire de terrorisme. Et quand vous défendez, on vous accuse d'avoir violé des droits de l'homme. Oui, les terroristes qui font leurs affaires ont des droits. Mais l'État qui se bat pour sa survie, pour ses concitoyens, n'a pas le droit de neutraliser ces terroristes. C'est un peu ce qu'on nous présente ici en Afrique. Et l'Afrique, c'est des guerres un peu partout, qui durent, des guerres infinies. Le Soudan, depuis, excusez-moi des termes, depuis que nous ne sommes pas nés. Centrafrique, toujours coup d'État, rébellion, même chose. Les Mali, chaque fois, rébellion, accord d'Alger, rébellion, accord d'Alger. Mais qui est derrière tout ça? Les pays de l'Est, partout. C'est des crises. Et aujourd'hui, des pays africains ont besoin des armées fortes. Et c'est là que nous nous demandons à ces partenaires qui arrivent, que ce soit les Russes, les Turcs, les Chinois, tous ceux qui veulent des partenariats gagnant-gagnant, même si l'oncle Sam en veut. Mais qu'est-ce que nous demandons à tous ces partenaires? Il faudrait que l'Afrique ait une vraie industrie militaire. Acheter des armes, ça ne va pas suffire. On va continuer à déposer, je ne sais pas quoi, des minéraux en échange des armes jusqu'à quand? Il faudrait que l'Afrique soit autosuffisante sur le plan de ses besoins en termes d'armement, d'équipement militaire. Et ça, c'est un défi. Et lors de la visite de son Excellence Sergei Lavrov, il a été question, bien sûr, du militaire, c'est-à-dire de l'armement. Qu'est-ce que la Guinée aujourd'hui, qui n'est pas frappée directement par le terrorisme, a à voir dans cette question, bien sûr, d'armement? Ça, il faudrait le dire. Est-ce la Guinée se sent menacée? Vous avez la tête de la Guinée en général. Oui, sans doute. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on pense souvent que mon pays voisin est attaqué par le terrorisme et que moi, ça ne me concerne pas. Macron fait toutes les gesticulations d'aller intervenir en faveur de Zelensky parce qu'il dit ils appartiennent à un même continent. Et que tout ce qui frappe Zelensky peut frapper bien sûr la France. Mais pourquoi en Africain, on pense que le terrorisme peut simplement frapper
La Libye n'est pas touchée, nous, pays de l'Est. Et nous, on a été frappés. Pourquoi les autres maintenant pensent que ça ne peut que se limiter au pays de l'Est et que ce n'est pas leur problème? On n'a pas les mêmes problèmes, mais nous avons les mêmes problèmes. Qui peut jurer, on ne le souhaite pas, que si les pays de l'Est échouaient face au terrorisme, que le tourisme occupe tout l'espace à est les autres pays seront à l'abri? Ça va se limiter où? Qui peut prédire? Dans ce cas, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Au lieu d'aider ces pays, et d'ailleurs, c'est le tourisme qui a favorisé tous les coups d'État. Sans le tourisme, le Mali faisait des passations tranquilles de pouvoir ici. ATT, Alpha Omar Kounari, ils ont fait des passations sans problème, pendant que d'autres se battaient. Il a failli que Kadhafi chute, pour que nous on revienne dans ça, parce que c'est le chaos installé. Il faut des militaires pour diriger, là où nous en sommes. Oui, n'oubliez pas que lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est De Gaulle qui après a géré la France pendant combien d'années? Et qui a mis dehors, bien sûr, l'OTAN, tout comme nous on a mis dehors Barkhane. Nous ne voyons pas de problème. Nous sommes en train de nous libérer. Donc, deux points clés ont figuré à l'ordre du jour. Des questions économiques. La Guinée doit gagner. Et des questions militaires. La Guinée doit se renforcer. Si elle veut titiller certains pays, si elle veut dire réellement non. Ce volet militaire est très important parce que les gens n'ont pas le même degré d'engagement. Souvent, il faut savoir rassurer. Mais nous rassurons. Qui rejoint l'AS est à l'abri d'une déstabilisation de la France-Afrique. La France-Afrique ne peut rien parce que nous sommes un bloc. Nous avons l'équivalent de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Vous touchez un seul pays membre de l'Est, les autres interviennent immédiatement. Ah oui. Et nous avons des vecteurs aériens prêts à intervenir à tout moment. Quiconque tente un coup d'État, comme ils l'ont fait à Thomas Sankara par le passé, les deux autres pays de l'Est atterrissent là-bas en moins de 45 minutes. Oui, c'est comme ça. Et donc, je ne vois pas pourquoi des dirigeants africains qui disent dans les coulisses vraiment, on est d'accord avec vous, nous voulons vous rejoindre, comprenez-nous un peu. On ne vous comprend pas un peu. Venez, n'ayez pas peur. Il faut affronter, il faut prendre le taureau par le corne. Il faut affronter les diables. On ne se cache pas du diable internellement. Nous ne sommes pas faits pour avoir peur, pour vivre dans la peur et que les autres vivent, bien sûr, étant des gens qui ont le monopole de la violence ou de la terreur. Non. Il faudrait que des dirigeants africains aient le courage de franchir ces pas. Et je pense que l'avenir de Sergei Lavrov doit peut-être encourager certains dirigeants. Peut-être il a des gages, des garanties. Parce que quand un ministre des Affaires étrangères se déplace, sans doute qu'il a parlé avec son président, avec tous leurs services spéciaux. Donc ils ont des gages, des garanties à donner à ces présidents. Franchissez les pas. Il n'y a rien. Nous voulons vous aider à vous libérer. Parce que ceux qui nous combattent, c'est-à-dire les risques, ceux qui les combattent, sont des gens qui s'appuient sur l'Afrique. L'Afrique est leur pilier. Ils comptent sur l'Afrique comme des réservoirs des tirailleurs. Ils comptent sur l'acier africain. Ils comptent tout. Encore, leurs besoins d'armement, quand ils disent qu'ils vont relancer leur production d'armement, ils comptent exclusivement sur les matières premières qui se trouvent en Afrique. Or maintenant, pour eux, c'est du gagnant-gagnant. Empêcher que leurs ennemis puissent utiliser l'Afrique contre eux peut les aider. Et dans ça, il faudrait qu'ils aident en échange les Africains à devenir forts. C'est dans ça qu'il faudrait inscrire cette tournée. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait voir qu'est-ce que l'autre clan propose. Les clans de la France-Afrique et autres. N'oublions pas comment que nous enregistrons cette émission. Peut-être il y a une pause qui est en train d'être marquée, mais il y a eu une très forte grève du côté du Nigeria. Parce que les choses sont très chères. Taux d'inflation à plus de 34%. Oui, depuis la venue au pouvoir de Tinubu, les prix ne cessent de grimper. Depuis la venue au pouvoir de Tinubu, le carburant n'est plus subventionné. Subventionné, c'est-à-dire quoi? Souvent, il y a des pays qui enlèvent les taxes sur le carburant pour que le consommateur ait ça à un prix abordable. Souvent, il y a l'État même qui prend une partie du prix et un pays, gros producteur du carburant, parmi les 3 gros producteurs du carburant en Afrique, le Nigeria, qui se trouve en difficulté en matière de carburant, au même moment ça se vend ailleurs un peu moins cher, mais c'est inadmissible pour l'Afrique. Et si c'est de telles manifestations, de telles grèves continuent, nous savons que nous savons que le Nigeria est presque le pays d'Afrique qui a connu le plus de coups d'État. En tout cas, ça fait partie des 3 pays africains qui ont connu le plus de coups d'État. Donc le Nigeria est familiarisé à la déstabilisation.
Ah non, ne voyez pas le Nigeria parce que les gens sont beaucoup plus aujourd'hui. Mais revisitez un peu l'histoire récente, l'histoire très récente même du Nigeria. Donc le Nigeria est très fragile sur ce plan. Le Nigeria est très fragile sur ce plan. Si des grèves continuent, des manifestations continuent, Tibou sera sans doute mis en difficulté. Et tout autour du Nigeria, attention, il y a d'autres partenaires qui arrivent. Vous avez des Turcs qui arrivent au Niger, des Russes, et de l'autre côté au Tchad, la même chose. Donc le Nigeria est en train d'être entouré. Et si ça marche, ça fonctionne bien, dans ces pays qu'on disait être très 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 pauvres, parce que dorénavant, ces pays commencent à bien profiter de leurs ressources. Qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence? Dans tous ces pays qui se disent être démocratiques, dans quoi? Parce que le président se sent bien, il n'est pas menacé, donc il va continuer à vendre toutes les richesses de son pays aux autres. Mais les populations africaines commencent à exprimer de plus en plus des besoins. Nous avons les mêmes besoins que d'autres enfants sur d'autres cieux. Oui, chacun de nous veut vivre, comme le disait Haïlé Selassie. Chacun veut vivre. Mais comment est-ce que nous, on peut continuer avec l'avènement des technologies et autres, voir dans quel état les autres, dans quelles conditions les autres vivent bien, pendant qu'ils n'ont rien chez eux, et que nous, nous vivions mal, pendant on a tout chez nous. On peut essayer d'oppresser les populations africaines, mais jusqu'au quand? Tôt ou tard, les gens vont finir par dire ça suffit. Nous nous levons, quel qu'en soit le prix à payer, nous sommes prêts. C'est ce que nous autres nous avons fait. Et je suis convaincu qu'il y a d'autres le feront. Qui propose l'autre camp en matière de sécurité aux Africains. Mettons sur la table rien d'autre. Oui, rien d'autre. Entretenir le tourisme, entretenir les rébellions contre les Africains. Mais dans ça, mais ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Sergei Lavrov, pour moi, va non seulement garantir à ces pays africains de renforcer leurs outils de défense, de sécurité, de garantir, c'est-à-dire une sécurité pour les institutions de ces pays. Et pour ces pays, ça serait une occasion de dire, nous aussi maintenant, nous disons merde, ça suffit, nous n'avons plus peur de personne. Et cette tournée en Afrique, sans doute répond aussi aux agitations de la junte macronienne du côté de chez Zelensky qui menace bien sûr d'intervenir, d'envoyer ses instructeurs là-bas. Ça, c'est entre eux. Parce que Macron s'est dit qu'à présent, l'Afrique qu'on dit francophone, c'est relève de son empire. Oui. Que ces gens-là, les Lavrov-là, sont en train de s'ingérer dans ses affaires internes. Donc pour eux, ils n'ont jamais accordé une indépendance en fait. Vous savez, nos présidents qui se disent comment démocrates et autres là, sont tous des rêveurs. Ils sont des rêveurs pourquoi? On va donner seulement 3 cas d'exemple. Premier cas, Ouattara dit être un démocrate, mais pour qu'il soit au pouvoir, ce sont des chars de combat, des militaires français qui sont allés prendre le président Gbagbo et le mettre. Disons même que Gbagbo, c'est pas le cas, mais que Gbagbo même triche, fait tout. Est-ce en quoi cela regarde la France de venir se mettre dans ça jusqu'à s'introduire dans un palais présidentiel? Ça, c'est au nom de quoi? Et on pense que là, on est un État souverain. Et on se dit on est démocrate parce que le maître le veut. Deuxième exemple, les présidents, 2 présidents qui ont fait un coup d'État, c'est-à-dire Maman Déby du Tchad, celui du Gabon, ont tous été reçus par Macron à l'Élysée, tant que ces affaires sont bien défendues ici. Oui, il les présente comme des gens, c'est-à-dire, comment on va appeler ça, des pushistes positifs, parce qu'ils sont très bien avec les maîtres. Et les Africains ne veulent pas comprendre. On ne veut pas ouvrir les yeux. C'est sérieux ça. La junte macronienne est là à distribuer des cartes de qui est démocrate, qui est putschiste, qui est dictateur. On est sérieux comme ça. Et c'est Macron qui peut faire ça. Il convoque nos chefs d'État, retrouvez-moi au sommet des Pau. Et les chefs d'État courent, 5 chefs d'État, pour aller les rejoindre lui seul, au lieu qu'il fasse les déplacements. Il initie sommet Afrique-France, il sélectionne les jeunes qu'il veut en Afrique. Il va discuter avec eux, parler avec eux de l'Afrique. C'est sérieux ça. C'est vraiment sérieux. Et nous, Africains, nous continuons pardonnez-moi, nous, Africains, nous continuons de faire semblant. C'est vraiment sérieux.
Euh, Qu'est-ce que Macron peut proposer aux Africains? Puisqu'il dit que les autres font comme ça, qu'est-ce qu'il propose? Rien. Il propose de rester les maîtres impérialistes. Les autres viennent nous proposer, nous on ne veut pas être maîtres impérialistes. Voici ce que nous vous proposons, voici ce que vous pouvez gagner, voici ce que nous pouvons gagner. Et Macron ne veut même pas discuter de ça. Et cette tournée va enfoncer les clous. Parce que regardez les pays choisis. C'est la Guinée, c'est le Congo. Congo, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso. Qui est-il? C'est leur homme, c'est l'homme de la junte macronienne. Mais en allant là-bas, ça fait mal. Faites attention. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui se discute? Va-t-il donner plus d'informations au niveau de l'Afrique centrale? Parce qu'il y a beaucoup de façons de participer. Oui, il peut continuer à défendre les intérêts de la France, mais faites attention, il a beaucoup de secrets à livrer aussi. Oui, Denis Sassou Nguesso, c'est une autre histoire. Oui, c'est un monsieur qui, personnellement, je n'apprécie pas. Pas du tout. Si je pense à sa guerre avec Pascal Lissouba, une guerre qui a fait près de 100 000 morts chaque mois, on a plus de 400 000 morts en 4 mois de combat. Mais c'est des atrocités dont on n'en parle pas. Je ne connais pas un pays qui a connu autant de morts aussi rapidement dans un laps de temps. Le Congo, qui n'a même pas beaucoup de population, qui produit du pétrole, mais qui ne profite jamais aux Congolais. Bref, quand il va là-bas, il va dans ce que Macron appelle son précaré. Et là, ça fait mal. Ça pique un peu. Si nous savons que depuis que le président du Tchad a fait un tour du côté de la Russie, il est revenu aujourd'hui, on a quelques militaires russes au Tchad. Oui, on en a quelques-uns au Tchad pour sécuriser les fauteuils présidentiels de l'autre. Et là, il commence à donner des mots de tête à la junte macronienne. Oui, il y a eu même une opération conjointe qui a permis de faire libérer plusieurs militaires tchadiens qui étaient détenus par des rebelles entretenus par la junte macronienne. C'est la même chose qui se passe au Mali. Les gens qu'ils appelaient Azawa de Haute là, c'était leurs amis, ils habitaient ensemble à Kidal. Et eux aussi, ils disaient être encore nos amis. Le choix de tous ces pays, c'est presque, tous ces pays sont des anciennes colonies de la France. La Guinée, le Congo, le Tchad, le Burkina Faso. Le Burkina, il vient d'avoir, ils ont ouvert une ambassade. Normal. Qu'est-ce qu'ils vont discuter là-bas? Ça serait dans quel cadre? Comprenez que cette tournée vient précipiter encore, vient enfoncer encore la fin de la junte macronienne. Et qui, énervé, dit envoyer des instructeurs et autres de l'autre côté avec quelques missiles. Parce que la junte macronienne, même tout au plus, n'a que 200 missiles, quelque chose comme ça. Va se précipiter là-bas pour se faire casser les dents. Il y a un de nos vieux qui est décédé, un vieux leader qui était rompu dans les luttes. Souvent, nous partions causer là-bas. Il disait, si ton jeune frère monte à l'arbre et qu'il tombe, ne t'énerve pas beaucoup contre l'arbre à tel point d'aller commencer à donner des coups de poing à l'arbre. Voilà, tu risques de te fracturer les phalanges hautes. Tu risques de ne plus avoir de mains parce que l'arbre est très fort. Il faudrait peut-être trouver la meilleure solution, aller chercher une hache ou une machine qui puisse venir à bout de cet arbre si tu es vraiment intelligent et très fort. Mais non pas aller te mettre à boxer l'arbre. Et je pense que c'est ce que la junte macronienne fait. Elle n'a rien compris. Les Africains sont dans une révolte, en train de se révolter, en train de se libérer. Les Kanaks sont en train de faire la même chose en Kanaki. Et sa seule alternative, c'est d'intimider. C'est de réprimer. C'est de continuer à faire comme ces aïeux ont tout le temps fait. Mais ils oublient que nous avons compris leur stratégie. Nous savons comment les contrecarrer, nous savons comment les contrebalancer. Nous avons dorénavant des partenaires fiables. Cette tournée de M. Sergei Lavrov, le Tchad avance à grands pas. Et si le Tchad arrive dans l'espace AES, il suffit de faire quelques efforts, dénoncer bien sûr la présence de la junte macronienne
Ils ont déjà fourni beaucoup d'efforts parce qu'ils ont dit non à l'oncle Sam. Ils commencent à dire non à la jette macronien. Ils commencent à avoir des sorties publiques. Et si le Tchad rejoint, il y a déjà des conseils militaires qui sont bien implantés du côté de la République centrafricaine. Donc le Mali fait frontière avec le Burkina et le Niger. Le Niger fait frontière avec le Tchad. Le Tchad fait frontière avec la RCA. Et la RCA fait directement frontière avec la RD Congo. Vous n'avez qu'à traverser le fleuve Ubangi-Chari au niveau de la localité de Zongo, du côté de la RD Congo. Donc vous êtes déjà de l'autre côté et c'est dans la région de l'Équateur, à quelques pas de capitale Kinshasa. Nous avons entendu des rumeurs sur le déploiement des conseils militaires russes du côté de la RD Congo. Vrai ou faux, nous avions jugé nécessaire d'en parler. Nous sommes en train encore de vérifier si réellement l'information est fiable, si elle est claire, si l'information est vérifiable. Parce que souvent, c'est des gens qui débarquent chez vous, ils peuvent faire 1 an sans que la population n'en soit informée. Oui, parce qu'il est difficile de savoir les distinguer des autres militaires quand ils arrivent. Ça, on a vu ça sur beaucoup de théâtres d'opération. Cher peuple d'Afrique, retenons que l'Afrique se libère. Et plus l'Afrique se libère, de plus en plus on a beaucoup de partenaires. Tout le monde viendra vers cette Afrique. Mais à nous de savoir rester très stratèges. Dire que l'Afrique a ses objectifs aussi. Oui. À nous de savoir saisir des occasions. Il y a des occasions qu'il ne faut pas louper. Entre nous en difficulté, avec Sergueï Lavrov et autres, nous avons les mêmes ennemis. Nous n'avons même pas le choix. Nous devons nous retrouver. Comme on l'a dit, pour le terre de tous les pays, unissez-vous. Merci et à très bientôt. Souvent, il nous a failli couper certains appels. Peut-être cela a impacté sur la vidéo. Nous vous remercions et à un très prochain numéro, 2 jours ou 3 jours après, un numéro spécial. Merci. Vive l'Afrique qui se libère. Restons sereins, gardons la foi. La victoire, elle est nôtre. Nous allons gagner. Oui. Aucune peur. Même si les Occidentaux et les blocs de l'Est se cassent les dents de l'autre côté, dites-vous c'est à l'avantage de l'Afrique. Seule l'Afrique, seuls les dirigeants africains doivent savoir prendre ça à leur avantage. Ne nous mêlons pas trop de ce qui ne nous regarde pas. Concentrons-nous sur nos défis. Et nos défis, il s'agit de nous libérer principalement de l'impérialisme barbare, de l'impérialisme sauvage qui ne cesse de nous assaillir. Merci.